En mid-quart d'heure, il est sans aucun doute parmi les meilleurs actuellement. J'enchaîne à nouveau en fait avec le Orton Dolph Ziggler. Oui, je passe très vite parce que j'ai envie de garder un maximum de temps pour parler du main event. Alors Orton Ziggler, j'ai vu pas mal de gens qui ont mis des sacrées notes à ce combat. Je vous donne ma note tout de suite, vous la voyez de toute façon dans la boîte d'informations. Je vous donne 3,25 pour ce combat, donc c'est déjà une très grosse note. C'est la même note que j'avais donnée à Ziggler, Jericho à SummerSlam ou à d'autres combats, je sais plus. Je crois que The Miz, Rey Mysterio aussi avait eu ce combat-là au dernier pay-per-view. C'est-à-dire le genre de combat 1 contre 1 qui a vraiment assuré, mais auquel il manque clairement quelques qualités pour passer au rang supérieur. Bon, ça reste une très bonne surprise parce que personnellement j'en attendais pas grand-chose. Alors qu'est-ce qui a fait les qualités de ce match? Je dirais le côté réaliste, le côté propre, in-ring qui par opposition réaliste, par opposition à chorégraphié. Pas réaliste du style je te fous un coup de poing t'es KO parce que du coup ça serait moins intéressant, mais réaliste dans le style ça fait pas chorégraphié, ça fait bien enchaîné, fluide, propre, in-ring. Mais je pense qu'il a manqué vraiment de fil rouge ou de lisibilité sur son storytelling. C'est vrai que c'est pas dégueulasse, le selling était à peu près correct et tout ça. On a vu des beaux contres, des beaux moves, comme je disais, assez fluides, mais ça manquait de lisibilité. Moi, je redis, je suis en boucle là. Je redis ce que je viens de dire, mais alors surtout, c'est d'autant plus pertinent de parler de ce manque-là parce que il y a une absence quand même de grosse rivalité derrière, donc c'est vrai qu'on aurait besoin pour donner de la saveur d'un déroulement peut-être spécifique ou quoi, et là c'est vrai que c'est ce qui manquait un peu. Ceci dit, la qualité, je pense, de rythme et de fluidité a permis à ce combat d'être très solide quand même, donc 3,25, encourageant pour les deux lutteurs pour la suite. Alors vous avez peut-être vu que Orton apparemment a fait un fuck au public pendant ce match. C'est assez étonnant parce que Orton a quand même reçu des chants pendant ce match assez positifs. Mince, j'ai oublié, je crois qu'il y a eu un chant He can wrestle, un truc comme ça, enfin un truc, ou pas This is wrestling, enfin un truc du style, j'ai cru comprendre, plutôt positif. Donc je comprends pas trop pourquoi il ait fait un fuck au public comme ça. Et peut-être que c'est des prémices d'un heel turn de sa part, je sais pas du tout. Donc ensuite on avait Layla contre Eve. Alors je regarde pas les matchs féminins la plupart du temps, ou alors en avance rapide. Là je l'ai regardé quand même, distraitement. Distraitement ça existe ce mot, j'en sais rien, mais enfin bref. À vrai dire j'ai un peu perdu mon temps, rien de très intéressant, rien de très passionnant. Je passe Joker. Ensuite, un peu plus intéressant, Sheamus Alberto Del Rio. J'étais un peu surpris qu'il repropose encore une fois, c'est la troisième fois de suite, enfin troisième pay-per-view de suite où on a un Sheamus Del Rio. Bon, les combats précédents n'étaient pas mauvais ni extraordinaires. Là, on se disait avec tout ce build-up autour du Brock Kick qui était banni, tout ça, ça allait peut-être un peu plus avoir un peu plus de suspense ou un peu différent, tout ça. Finalement, le Brock Kick est revenu. Donc, on pouvait se poser la question, et je pense que certains se la sont posés. Pourquoi tout ce truc autour du Brock Kick l'enlever pour finalement le remettre? La réponse très simple en fait. Le but c'est de pusher le Brock Kick. Enfin, de pusher le Brock Kick, je sais pas si on peut pusher un move, mais de mettre en avant le Brock Kick comme un move finisher, de la même façon que le RKO avait été mis en avant, ou le Stunner avait été mis en avant, là c'est le Brock Kick. Et c'est une façon de vraiment de mettre ce Brock Kick dans la lumière, un peu plus. Et d'ailleurs le premier Brock Kick je l'ai trouvé excellent, le Brock Kick sur Otunga, qui a été très kiffant, et d'ailleurs écoutez la réaction du public lorsqu'il a été porté. Vraiment par frustration quelque part, les gens ont particulièrement réagi quand le Brock Kick a été porté parce qu'ils ne pensaient pas voir de Brock Kick. Vous voyez, donc c'est un mécanisme psychologique très simple. Par frustration, on arrive à décupler la manière dont les gens apprécient un move en particulier. C'était le cas avec le Stunner que Steve Austin ne devait pas porter sur des gens comme Vince McMahon, comme le commissionneur, que ce soit Mick Foley ou plutôt avant c'était Sergeant Slaughter, etc. Et que c'est en voyant un gars ne pas respecter ça qu'il est devenu populaire, le Stunner. Là c'est un peu pareil, même si là il respecte les règles. Le fait que le Brock Kick soit revenu alors que tout le monde veut qu'il soit banni, ça devient... Bon, je ne vais pas faire un topo non plus de 10 ans là-dessus, mais voilà l'objectif, et ça a été à mon avis rempli. Le combat maintenant, à peu près au même niveau et dans le même style que les précédents entre les deux. Donc je vais répéter un peu les mêmes choses que ce que j'ai dit lors de la review du pay-per-view SummerSlam 2012. Assez stiff, là aussi à toi à moi pas mal, avec un certain réalisme dans... Alors là encore par opposition à chorégraphie dans la manière dont ça se déroulait. Bien rythmé, un peu plus construit peut-être que celui de SummerSlam notamment.
est plus construit aussi que le Ziggler Orton, un peu moins bon par contre au niveau technique, donc du coup ça retombe à peu près sur les mêmes notes, 3 et quart par là. La construction c'est pas mal basée sur le travail sur le bras de Sheamus, que je regrette, je regrette un petit peu que Sheamus n'ait pas mieux vendu ce bras, ou disons que, parce que c'est pas que Sheamus finalement qui est en jeu, qui est pointé du doigt là-dedans, c'est aussi la manière dont le déroulement d'une manière générale ne rend pas ce travail sur le bras plus décisif que ça. C'est un peu dommage, parce qu'il a quand même été vraiment mis en avant, et bon, Sheamus fait un peu passer pour un Superman, voilà, surtout sur les séquences où il y a le Juigatame, le armbar de Del Rio. On a l'impression que Sheamus de toute façon ne peut pas taper, quoi. Donc voilà, ça va un peu loin dans ce délire. Je sais pas, ça aurait été bien qu'il ait eu l'air plus décisif, quitte à faire gagner Sheamus quand même. Surtout que voilà, si Sheamus a l'air d'être incapable de serrer son bras et qu'il porte son Brogue Kick, là du coup ça aurait donné encore plus de grain à moudre pour Del Rio pour dire si le Brogue Kick avait été banni, j'aurais gagné, etc. Ça aurait été pas mal. Bref, en tout cas, match solide, un de plus pour Sheamus, et en plus, parallèlement à ça, je trouve que le personnage de face de Sheamus commence à vraiment bien prendre. Je pense que son avenir est rose. Bon in-ring, bon au niveau personnage, j'ai envie de te dire. En l'absence d'une réelle grosse concurrence, son avenir est tout tracé pour Sheamus. Ça va être lui aussi un avenir dans le spotlight. Je vais peut-être arrêter de faire cette blague, elle est un petit peu chiante. Bref. Et donc je passe au main event, le combat pour lequel je voulais faire cette review. Cena Punk, volume 3. Volume 4 peut-être presque, avec le match qui a eu lieu à Raw entre les deux, le Raw anniversaire. Ceci dit, ce combat avec l'intervention de Big Show et puis le final et tout ça avec le Heel Turn de Punk, ou le début de Heel Turn de Punk, semble plus servir de segment de transition qu'autre chose. Donc je pense qu'on a véritablement la trilogie avec le match de Money in the Bank, le match de SummerSlam 2011 et ce combat donc de Night of Champions 2012. Donc j'en ai déjà parlé dans la vidéo que j'ai fait précédemment sur l'histoire de SummerSlam et tout ça, les 25 ans, les meilleurs combats, machin. Je vous invite à regarder si c'est pas fait. Mais je vais répéter ici que par rapport aux deux précédents matchs de cette trilogie, j'ai préféré personnellement le match de Money in the Bank, non pas parce qu'il y a un plus gros public ou il y a le changement de titre ou quoi, mais aussi parce que le combat est un peu plus lié, peut-être moins bon techniquement que celui de SummerSlam, mais un peu mieux construit, il forme plus un tout du début à la fin, tout ça. Bon, c'est des choses que j'ai déjà dit dans la vidéo précédente, donc je vais pas répéter, mais au moins que pour vous le sachiez, celui de Money in the Bank, je lui donnais 4,5, celui de SummerSlam, je lui donnais 4. Question, est-ce que celui-ci peut faire mieux ? C'est vrai que... alors j'ai pas mis ma note dans la boîte d'information parce que je vous laisse un peu le suspense là-dessus, mais moi j'espérais en fait que... Question, est-ce que ça va être rempli ? Mais j'espérais qu'ils arrivent à avoir la qualité technique de celui de SummerSlam 2011, en retrouvant un peu plus de consistance sur l'ensemble et en ayant un finish un peu meilleur que celui de SummerSlam qui est un petit peu anticlimatique. Je me suis dit, s'ils font ça, ils peuvent taper le 4,5, ils peuvent taper tout simplement le match of the year, non seulement de la WWE, mais peut-être des autres fédérations, enfin du monde. Possiblement, parce que c'est vrai que l'alchimie entre ces deux lutteurs-là, elle n'est plus à démontrer, elle est exceptionnelle. D'ailleurs, chose marrante, ironique presque, je trouve que Punk a une meilleure alchimie et arrive à avoir de meilleurs combats avec John Cena qu'avec Chris Jericho ou Daniel Bryan, qui sont considérés, je pense, à raison, comme étant de meilleurs lutteurs que John Cena, mais c'est avec Cena que Punk arrive à avoir les meilleurs combats. C'est comme ça. Voilà. Alors Cena n'est pas un mauvais lutteur. Je pense que cette trilogie doit servir aussi de référence pour prouver que Cena n'est pas un mauvais worker, parce que non seulement les matchs sont très bons, donc déjà j'annonce que ce combat est très bon, ça vous l'avez vu de toute façon, mais en plus son rôle et son poids dans la qualité du combat est vraiment important. Je trouve presque... Par exemple dans ce combat-là, j'ai trouvé que Cena avait fait une meilleure performance que Punk. Faudrait voir dans les autres combats, faudrait que je les revoie à nouveau et que je porte mon attention là-dessus, mais voilà, il joue un rôle important dans la qualité du combat, des combats. Voilà, donc Cena est un bon worker, c'est clair, c'est sûr, c'est net. C'est peut-être pas le meilleur, peut-être qu'il est dépendant d'avoir comme ça une espèce d'alchimie avec son adversaire, ce qui n'est pas forcément le cas de Jericho Bryan qui, quel que soit l'adversaire, arrive à avoir des bons combats. Mais toujours est-il que Cena est un bon worker, c'est clair et net, et que vous aimiez sa gueule ou non, eh bien c'est comme ça, désolé. Voilà. Alors, j'ai parlé de ce qui différenciait les deux premiers de la trilogie. Maintenant, qu'en est-il de celui-ci ? Eh bien, tout d'abord, je dirais que techniquement, on n'est pas très loin de la qualité de
l'affrontement Punk-Cena de SummerSlam 2011. Je pense qu'on n'est pas très loin, mais on est quand même un ton au-dessous, parce que techniquement, celui de SummerSlam avait une première moitié, plus ou moins jusqu'au Suicide Dive de Punk à l'extérieur, où Triple H obligé d'aller chercher. On avait quelque chose de très fin et de très fluide, et vraiment de presque old school dans les manières dont tu fais les headlocks, tu travailles le dos, etc. C'était très construit, c'était vraiment bien foutu. Là, on est un ton en dessous de ça. Par contre, la deuxième moitié du combat de SummerSlam était peut-être un peu moins bon que le niveau moyen de celui-ci. Mais bref, je pense que sur l'ensemble, on n'est pas loin, mais on est peut-être un peu moins bon. Un peu moins fin, mais peut-être un peu plus riche en termes de contre. À voir. Il faudrait que je le revoie à nouveau. J'ai déjà vu quand même 3 fois celui de SummerSlam 2011, donc un peu marre, mais voilà, on n'est pas loin. En termes de construction de tout ça, maintenant, dans ce qu'on appelle le storytelling, un peu le déroulement comme ça, là aussi un peu plus faible que celui de Money de Bank, mais meilleur techniquement que celui de Money de Bank quand même. Ça part, en fait, le problème c'est que ça part un peu en couille à un moment donné, que ça part un peu sur finisher, kick-out, machin. Alors qu'avant ça, on avait un travail de construction, de Punk, de patience, etc. Et je trouve que c'est un peu dommage que ça soit un peu désuni à un moment donné. C'est un peu dommage. C'est même carrément dommage, surtout que cette suite de finisher, je trouve que c'est un petit peu quand la WWE se barre en couille, c'est un peu là-dessus que ça part. On l'a vu avec Triple H Taker, alors, beaucoup de gens ont aimé. C'est vrai que ça fait baver du monde, ces kick-out. Moi j'ai toujours un problème avec les kick-out, pas systématiquement, mais quand les kick-out se barrent en couille, c'est quand le mec rompt le selling après un kick-out pour pouvoir faire un move ou une séquence qui va faire que c'est à l'autre de faire un kick-out. Alors je vais prendre un exemple. On a eu les deux dans ce match, on a eu des bonnes façons d'amener ça, d'arriver au stade, oulala, les deux sont violents parce que les deux viennent de faire un kick-out. On a eu des bonnes façons de le faire et des mauvaises façons. La mauvaise façon de le faire, c'est quand le mec kick-out, l'autre qui vient de se prendre un kick-out alors qu'il venait de faire son finisher joue le mec outré, et le mec qui vient de faire kick-out revient et porte à son tour un big move, voire un finisher. Ça a été le cas dans ce match, par exemple, avec un moment donné, alors il y a eu plusieurs cas, mais je vais prendre le cas le plus flagrant. On a eu un GTS de Punk, Cena kick-out, Punk alors se poser la question, il décide de faire un rock bottom, dont je vais reparler tout à l'heure, et Cena kick-out à nouveau, donc là je dis, bon, il a kick-out, ok, il kick-out, mais il est mort. Et finalement, non, une minute après, même pas, il se relève et il porte son attitude adjustment. Voilà, je trouve que c'est un petit peu un no-sell, quasiment, et même si c'est Cena, même si c'est un Superman dans l'âme, c'est un peu too much. J'ai besoin de les sentir encore un petit peu humains. Alors la bonne façon maintenant, on l'a vu dans ce match et ça arrive régulièrement quand même, il y a des gens qui savent le faire, c'est quand le mec kick out et le gars est outré et se dit bon nom de Dieu, je vais lui mettre un bon gros truc de la troisième corde. Il monte par exemple, enfin c'est un exemple là, il y a eu ça avec Cena qui, je sais plus, tente son leg drop de la troisième corde et Punk esquive, mais on a l'impression qu'il esquive limite sans faire exprès. Donc le gars se loupe